Oui, en Bretagne, nous sommes devenus de bons trieurs de déchets. Immense progrès, mais le défi est de taille pour préserver en premier lieu l'environnement dans lequel nous vivons. Mieux trier, valoriser davantage encore les déchets dans leur diversité, mais aussi réduire en amont la quantité de déchets que nous produisons, réutiliser plutôt que jeter, arrêter le gaspillage. Bonjour, bienvenue dans HD lors du débat. Bonjour, et pour débattre avec moi sur ce plateau, Gilles Petitjean, directeur de l'ADEME Bretagne, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Thierry Burlot, vice-président de la région Bretagne en charge de l'environnement et des déchets. Vous êtes par ailleurs président de Kerval Centre Armor, structure publique qui traite les déchets de 151 communes des Côtes-d'Armor. Thierry Seillet, directeur régional Grand Ouest du groupe Paprec. Paprec, un poids lourd du tri et du recyclage en France. François Malglaive est avec nous. Bonjour, vous êtes le président de la Confédération bretonne pour l'environnement et la nature qui regroupe 45 associations. Et puis Patrick Créard nous rejoindra. Il est le chargé de mission de l'association Distro, le retour de la consigne en verre, ou comment optimiser l'existant plutôt que de jeter. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Et bonjour à monsieur Loïc Schwartz qui va commenter, comme chaque dimanche, cette émission Crayon en main. Loïc qui ouvre ce débat avec Eugène René Poubelle. On va voir le dessin. Monsieur Poubelle, préfet de la Seine en 1884, qui rendit obligatoire un réceptacle destiné à recevoir les déchets. Gilles Petitjean, est-ce qu'il serait plutôt fier de nous, monsieur Poubelle, en voyant les efforts qu'on fait pour réduire les déchets, ou serait-il horrifié par la quantité de déchets et la diversité de déchets à valoriser? Je crois qu'il serait effectivement un petit peu surpris de voir la quantité de déchets qui sont produits depuis l'invention de la poubelle, qui était une poubelle tout déchets mélangés. Et donc depuis, on a augmenté considérablement la quantité de déchets produits, puisqu'on est à peu près à 600 kilos par habitant et par an. C'est énorme, c'est un ordre de grandeur, on va pas rentrer dans le détail. Mais donc effectivement, il y a des quantités considérables qui ont été produites et qui sont toujours produites, et la poubelle telle qu'elle avait été inventée n'aurait pas suffi, quoi. Voilà, et donc autour de ça, effectivement, il y a des enjeux considérables, parce qu'on n'est plus dans une société du tout jeté comme on l'était. Il faut absolument, impérativement réduire la quantité de déchets produits. Alors c'est déjà des objectifs qui ont été chiffrés dans le cadre du Grenelle de l'environnement, qui ont été confirmés dans le cadre de la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte. Et la dynamique est lancée. Tout à fait. Il y a une véritable dynamique qui est lancée, et notamment en Bretagne, où on est dans une logique donc de réduction de la quantité globale de déchets produits. Il faut absolument en produire moins, parce que c'est la première économie qu'on peut faire. Et puis après, il faut effectivement être plutôt dans une logique de recyclage. On n'est plus à jeter, à enfouir, à incinérer. On essaye à chaque fois de trouver des filières de valorisation les meilleures. Et pour ce faire, il faut trier les déchets pour chercher les filières qui sont les plus profitables. On va regarder quand même quelques chiffres. En 2014, 2 240 700 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectés en Bretagne. Et sur ce fameux chiffre, 31% sont des ordures ménagères résiduelles. Comprenez que nous continuons, ce sont les déchets que nous continuons à acheter en vrac dans nos poubelles grises ordinaires. 8% représentent emballages, journaux, magazines récupérés à la source via une collecte sélective. 6% c'est du verre, là encore récupéré via des collectes sélectives. Enfin, le reste, 53% est récupéré directement sur des sites de déchetterie. De ces chiffres, on peut déduire quand même que finalement, Thierry Burlot, nos comportements, ils ont changé. Ça veut dire qu'on trie mieux, qu'on trie plus, et puis qu'on va volontiers déposer nos déchets en déchetterie. Du progrès. Ah oui, beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Et je pense que sur ces questions, la Bretagne est aujourd'hui en avance. On a un réseau notamment de déchetterie sur l'ensemble des territoires en Bretagne qui permet à nos concitoyens de pouvoir apporter leurs déchets, de les trier et ensuite de mieux les valoriser. Bon, c'est vrai qu'en matière de traitement, la Bretagne est équipée aussi, et aujourd'hui, les choses sont en train de bien évoluer, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ces déchets sont aujourd'hui des ressources potentielles, et on est en train finalement de changer le statut de tout ça, et de passer
du déchet, du statut de déchet au statut de ressource, et de se dire que finalement, tout ça, ça peut produire de nouvelles matières, être recyclé, revalorisé, et que derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle de l'économie circulaire, de l'emploi, et donc finalement, ça change aussi le regard que l'on pouvait avoir sur ces questions, parce que pendant trop longtemps, les déchets, c'était le plus loin possible, et surtout chez les autres. Et aujourd'hui, on se rend compte que le déchet, non seulement, ça peut générer, ce sont des ressources. Ça peut générer, quand c'est bien trié, une bonne valorisation. On va le voir dans le détail. Voilà, donc ça change le regard. Et je vois François Malgrève qui acquiesce, vous validez? Oui, j'acquiesce parce qu'effectivement c'est une très belle réalisation, mais je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines. Il faut pas s'endormir sur nos lauriers et on l'a peut-être fait, j'en sais rien, le chemin le plus facile, parce qu'en général plus on va loin, plus c'est difficile. Donc moi ce que je proposerais, c'est que un organisme qualifié et indépendant analyse pourquoi on a eu ce succès, parce que on est, paraît-il, meilleur que les autres régions de France. Alors, on va peut-être chanter cocorico, mais est-ce que c'est nous qui sommes meilleurs ou eux qui sont moins bons? En tout cas, on a bien progressé. Donc, non, mais ça serait intéressant de connaître pourquoi nous en sommes là, et surtout pourquoi nous ne sommes pas encore allés plus loin. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, c'est l'action, et je pense que sur une analyse sérieuse, on doit pouvoir déterminer des pistes de développement futur et d'amélioration. Si vous voulez, aujourd'hui, dans le Code de l'environnement, il y a pour la maîtrise d'ouvrage une séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Ça vaut par exemple pour les zones humides. Eh bien, je pense il faudrait qu'on ait pour les déchets un peu la même chose, et c'est E3RV. Pour éviter aussi. La première chose, l'emballage évité, le déchet évité, on n'aura pas le traité. Hein. Je vais vous faire réagir, Thierry Seyé, mais on va regarder quelques réactions. Mathilde Rennes écrit: le tri sélectif est mieux compris et exécuté par de plus en plus d'habitants, d'entreprises, dans une bonne partie de la population. Le tri sélectif est rentré dans les mœurs, valide Myriam de Saint-Aubin-d'Aubigné. Prise de conscience, tri plus effectif, même s'il reste encore beaucoup d'efforts à faire, ajoute Christine de Saint-Malo. Prise de conscience collective, oui, mais il y a du pain sur la planche, c'est ce que vous diriez aussi? Ah oui, il y a du pain sur la planche. D'abord, vous évoquiez Paprec qui est devenu un poids lourd du recyclage. Paprec a fêté ses 20 ans il y a 2 ans. Et Paprec est une entreprise qui, pour vous donner 2 chiffres, collecte aujourd'hui 7 millions de tonnes par an sur le territoire national et en recycle 6 millions. C'est pour vous dire que le recyclage est dans l'ADN de l'entreprise. Et ce, bien avant que les dernières réglementations soient venues confirmer ces orientations. Alors vous l'évoquez, je partage votre analyse sur la mutation de ces métiers. Ce sont des métiers qui ont beaucoup évolué sur le plan technique et technologique, mais là où vous avez raison, c'est que c'est pas fini. Les mutations sont encore à venir dans les prochaines années, avec de nouvelles matières que nous aurons à trier. D'où les réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui dans le dimensionnement industriel de nos outils. C'est ce qu'on va voir dans un instant. On va regarder, si vous le permettez, quelques chiffres aussi pour faire un dernier constat. Les 3/4 des déchets, en fait, que nous produisons sont grosso modo valorisés. 27% des déchets bretons transitent par une valorisation matière, c'est ce qu'on appelle le recyclage. un peu plus de 25% aboutissent à une valorisation énergétique, production de chaleur ou d'électricité. 23% ont un destin de valorisation organique, compostage et compost. 24% sont éliminés via l'incinération, l'enfouissement de sites d'élimination, appelés installation de déchets non dangereux, installation de stockage de déchets inertes, etc. Eh bien, on va faire une première escale chez vous. Votre cœur de métier, vous le disiez, c'est tri et valorisation. Vous avez à Rennes un site pour les collectes des industriels et à côté, vous avez lancé une usine dédiée au tri des collectes sélectives de déchets ménagers, Trivalo, un site ultra moderne dont le lancement est forcément regardé de près par les syndicats de traitement voisins. C'est passionnant. Gilles Morvan, Bruno Van Passenov. Nous sommes chez Paprec, au sud de Rennes. Ici arrive la collecte sélective de quasi 450 000 habitants d'Ille-et-Vilaine. Les salariés, ils sont 35, effectuent un premier tri à la main en début de chaîne pour enlever les indésirables, un autre de contrôle en fin de circuit. Entre les deux, tout est automatisé, technologie. Pourtant, au moment de calibrer son usine, le leader français du recyclage a vu beaucoup plus grand, 22 millions d'euros d'investissement pour traiter jusqu'à 60 000 tonnes, en gros la production de tout le département. C'est ce qui se passe aujourd'hui, pour être très clair, partout en France. Le mouvement est enclenché avec des outils
qui sont beaucoup plus industriels qu'ils n'étaient par le passé. Prenez les départements voisins. La Vendée aura un centre de tri départemental pour les 600 et quelques mille habitants du département de la Vendée. La Mayenne a un centre de tri pour tout son département. La Sarthe a un centre de tri de 45 000 tonnes pour la totalité du département. Le sens de l'histoire est le suivant. Paprec pourrait en fait traiter les sacs jaunes dans un rayon de 120 km autour de Rennes, un territoire sur lequel d'autres acteurs ont depuis longtemps pris leurs habitudes avec à la clé des emplois, et c'est pas rien. Alors doivent-ils s'inquiéter de l'appétit de Paprec? À cette question, le SMICTOM d'Île-et-Rance répond que les collectivités doivent désormais s'organiser. Les 3 autres centres de tri du département ne seront plus en capacité de faire face, dit-on ici. Il faut se mettre techniquement à la page, quitte à les fermer pour en créer un nouveau. On peut espérer d'ici 3 à 5 ans voir apparaître donc un nouvel acteur sur le département qui regrouperait environ un bassin de population de 400 000 habitants. Une étude est en cours. Si le projet voit le jour, l'Ille-et-Vilaine pourrait donc disposer dans 5 ans d'un centre de tri public de 30 000 tonnes au nord de Rennes et d'un centre privé de 60 000 tonnes au sud. Question évidemment, si le déchet est un produit d'avenir, y en aura-t-il quand même suffisamment pour faire tourner les 2 boutiques? Thierry Burlot, je me tourne vers vous. Le développement de sites high-tech, comme celui de Paprec, interroge le maillage existant. Qu'en pensez-vous? Écoutez, la région Bretagne vient de se voir attribuer une compétence De en matière de planification des déchets. Donc la question du nombre de centres de tri sera posée très clairement dans ce document. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à la question qui est posée, d'abord la priorité, c'est d'étendre les consignes de tri à tous les habitants d'Ille-et-Vilaine. C'est la première question qui est posée. Parce que avant de parler des équipements, il faut que les citoyens soient équipés en bac jaune, en sac jaune, de manière à ce que les collectivités puissent alimenter ces centres. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors la question qui est posée, c'est le nombre de centres de tri. Et c'est vrai que jusqu'alors, on avait un maillage de petits centres de tri. Et c'était un peu là ce qui se passait en Bretagne, mais un peu partout. Et c'est vrai que l'économie qui était générée autour du tri en France s'est beaucoup développée autour de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'on se dirige vers des centres plus high-tech, publics ou privés. Il est clair qu'aujourd'hui, avec ce qui est demandé en matière de consignes de tri, puisqu'on va aller chercher le film plastique, le pot de yaourt, etc., il est clair qu'il nous faut des outils industriels. Thierry Essayé, ça va être quoi la place dans le maillage de Bretagne, de Paprec? C'est vrai qu'on a pu voir des articles de journaux pour dire que c'était le géant privé qui allait peut-être croquer les petits. Comment vous voyez votre place dans le maillage dans l'avenir là? D'abord, on n'est pas dans une logique, nous, à croquer le système. On est un acteur qui a une réflexion industrielle à la marge entre l'industriel pour garantir des performances pour le compte des collectivités, et puis aussi pour garantir la dimension économique, c'est-à-dire le prix des prestations. On arrive là à une frontière qui doit nous amener à un point d'équilibre, mais on n'occulte pas le sujet social, c'est-à-dire que quand on a réfléchi à cet outil, on a évidemment une photographie très précise des installations sur le département. Mais face à ça, ce qu'évoquait Thierry Burlot, dans le cadre d'une planification, il y a plusieurs possibilités qui sont possibles. La particularité de ce centre de tri, c'est de pouvoir trier des flux de nature différente sur ce centre de tri, qu'ils soient en sac, pas en sac, avec du mélange de journaux, revues, magazines ou pas. On peut pourquoi pas imaginer demain que certains centres de tri puissent être des plateformes de tri simplifiées qui envoient leur collecte sélective et leurs emballages en mélange pour faire du surtri qualitatif et qui répondent aux objectifs réglementaires. J'ai une petite Jean, de toute façon, le maillage il est appelé à évoluer parce que les consignes de tri, l'extension des matières qu'on va être à même de trier, va changer aussi. Je vais prendre un exemple. On a vu l'exemple dans le pays Bigoudin du centre écoterie des ateliers Fouet-Nantais qui a fait de gros investissements pour être à même de traiter, trier tous les emballages. Résultat, 350 000 cornoyers peuvent jeter en vrac dans les bacs jaunes tous leurs emballages sans distinction. Et ça, voilà, on vise une diffusion, une généralisation de ce type de système à l'échelle de la Bretagne, c'est bien ça? Tout à fait. Enfin, les ménages vont enfin comprendre ce qu'on peut mettre très clairement dans les bacs jaunes ou dans les sacs jaunes. C'était quand même compliqué. Il faut bien l'admettre. Et donc, avec cette extension des consignes de tri, on va pouvoir généraliser finalement la collecte des emballages. Et nécessairement, autour de ça, se pose la question
des nouveaux centres de tri. Eh oui. Centres de tri qui vont devenir plus performants parce que derrière il y a de la technologie. On va chercher à collecter plus fortement et à trier plus fortement toutes les matières qui arrivent. C'est des investissements bien plus lourds. Et donc finalement, la rentabilité d'un centre de tri n'est plus adaptée à des petits centres de tri. C'est plutôt des plus gros centres de tri. Alors il y a le débat, est-ce qu'il faut qu'il soit public ou privé? C'est un débat qui a lieu. C'est le choix des collectivités et des industriels de se positionner là-dessus. Mais on est effectivement sur moins de centres de tri plus gros et plus organisés au niveau régional, tel que l'a signalé Thierry Burlot dans le cadre de la nouvelle compétence du Conseil régional. François Malglaive, votre regard sur l'évolution des choses? Moi, je pense qu'il y a de la place à la fois pour des opérateurs privés et des opérateurs publics. Mon seul souci, c'est que l'argent public, qui est rare et qui correspond à nos impôts, soit bien utilisé. Autrement dit, qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas une surcapacité durable de capacité de traitement. Mais si, effectivement, on évite cet écueil, qui est un réel écueil, à ce moment-là, je pense que l'apport des entreprises privées, c'est l'innovation. Je pense que les entreprises privées, en particulier nationales comme la vôtre, peuvent faire de la recherche et du développement pour lesquels les collectivités locales sont relativement mal outillées. Donc il y a une complémentarité entre les deux et il y a un effet d'entraînement justement par ces acteurs nationaux très innovants avec des collectivités locales qui, elles, essayent de régler leurs problèmes locaux, c'est leur rôle, mais qui sont mal placés pour faire de la recherche ou de l'innovation. Thierry Burlot, vous avez une réaction à ce que dit François Malglaive? Non, moi ce que je voudrais rajouter, c'est que le tri aujourd'hui, pour une collectivité locale, c'est moins de traitement. Donc c'est des économies de traitement, c'est en moyenne 100 € la tonne. Et c'est surtout du recyclage, de la valorisation et donc des recettes supplémentaires pour les collectivités. Et j'aimerais bien qu'on prenne d'autres exemples. On a parlé des emballages. Il y a une filière qui vous tient à cœur, par exemple, et qui est un champ des possibles pour la région aussi, c'est celle de filière de biodéchets. C'est ça, il y a pour l'instant 2 territoires qui se sont lancés dans l'aventure. Tout à fait. Pourquoi c'est encore une évolution future qui est déjà en route et qui doit aller maintenant de l'avant. C'est effectivement dans ce qu'on appelle la poubelle grise, le tout venant. Il reste encore environ 60-70 kilos de ce qu'on appelle des déchets fermentescibles. C'est tous les résidus de cuisine, les épluchures, les produits alimentaires qu'on ne mange pas. D'ailleurs, il y a un problème de gaspillage alimentaire aussi. Donc, il faut avant, on va en parler tout à l'heure, il faut avant effectivement éviter le gaspillage alimentaire pour retrouver ces produits dans les poubelles. Et donc, on peut ressortir encore des 220 kilos qu'on trouve dans cette poubelle tout venant, les 60 ou 70 kilos de déchets organiques. Et donc autour de ça, il y a l'objectif de monter des filières spécifiques, collecte spécifique, traitement spécifique par compostage ou méthanisation pour un juste retour au sol, et on est complètement dans une logique de recyclage et d'économie circulaire. Et développer de nouvelles filières, optimiser la valorisation. Il y a de la matière, on peut le dire, parce que par exemple, il y a des bennes tout venant dans les déchetteries qui attendent preneurs. On parle aussi des problèmes des déchets verts. Thierry Seillet, il y a du potentiel et il va falloir évidemment des investissements, des outils high-tech pour pouvoir trier et valoriser toujours plus. Ben oui, d'autant plus que quand on se réfère à la loi de transition énergétique, je rappelle que l'objectif entre 2010 et 2025, c'est de réduire de 50% les déchets qui sont enfouis en centre de stockage de classe 2. À partir de là, ça veut dire que toutes ces opportunités sont un terrain favorable pour l'émergence de nouvelles filières de recyclage et donc de création d'emplois. Puisqu'il y a un ratio qui est communément adopté dans la profession, mais les métiers du recyclage créent 7 fois plus d'emplois que le traitement classique des déchets ménagers. Mais quelle filière vous voyez en priorité émerger ? Je crois qu'il y a beaucoup de filières qui sont aujourd'hui en place et qui sont en développement, en conséquence des filières dites REP, responsabilité élargie des producteurs, sur les VHU, sur les D3E, sur les filières D3E, déchets électroniques. électroniques en fin de vie, les déchets d'ameublement, mais il y a encore des sources inépuisables, notamment dans la région ici Grand Ouest et Bretagne, avec la filière bateaux de plaisance hors d'usage, qui est une filière pour laquelle un éco-organisme est en cours de réflexion, avec un gisement et un potentiel absolument formidable dans l'Ouest. Thierry Burlot, il y a du potentiel, il y en a de la matière à valoriser. Quelles sont les filières, outre les emballages dont on parlait ? Écoutez, moi, au moment d'écrire ce plan régional de gestion des déchets, on va d'ailleurs lui changer de nom, on va l'appeler plan régional de gestion des ressources.
Et j'aimerais bien aussi qu'on arrête d'appeler les collectivités territoriales qui s'occupent de la question syndicats de traitement. On va changer les choses. Aujourd'hui, on ne traite plus. On trie et on valorise. Et ça change le regard et ça change la manière d'aborder les choses. Tout à l'heure, on a dit le tri sélectif. Vous voyez tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les images à travers l'exemple de Paprec. Ben, ce sont aujourd'hui des ressources qui non seulement ne sont pas traitées, mais qui vont être réutilisées, qui vont refaire de la matière. Et aujourd'hui, finalement, la poubelle grise, la fameuse poubelle grise, avec notamment l'extension qu'on pourrait être amené à réaliser sur les biodéchets, ben, finalement, elle va progressivement disparaître. Et par rapport à ce que disait François tout à l'heure, François Malglaive, aujourd'hui, on va passer d'un parc d'unités de traitement en Bretagne, qui va inévitablement évoluer. On va fermer des unités de traitement en Bretagne. Et on va passer à des unités de tri et de valorisation. Donc c'est et pour appuyer ce qu'a dit Thierry Sellier tout à l'heure, un centre technique aujourd'hui d'enfouissement, 10 000 tonnes, c'est un emploi. 10 000 tonnes tri et valorisé, c'est 50 emplois. Et ceci au même coût. Mais alors, avec une autre dynamique. Puisque évidemment, ce qui n'est pas enfoui est trié, ce qui est trié est valorisé. Deuxième vie, de l'emploi, de l'économie circulaire, et ça change finalement le regard sur tout ça. On parle de l'évolution de la valorisation, du tri. Les nouvelles technologies permettent aussi de mettre au point pour traquer au plus près le déchet. Des costarmoricains dans le vent ont mis au point l'application Oali. Plutôt que de traquer des Pokémon, ils nous proposent de traquer les déchets en mettant à notre disposition une géolocalisation pour trouver une poubelle toute proche. On écoute l'un des concepteurs d'Oali. Si le déchet ne finit pas dans une poubelle, il y a 100% de chances qu'il finisse à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, dans les océans. Dès qu'on se balade, dès qu'on va faire du sport, on ramasse des déchets. Et puis on a commencé, nous, à se dire, tiens, qu'est-ce qui nous empêche de ramasser plus au quotidien? Et le premier truc, c'était de se dire, on trouve pas de poubelle. Vous ouvrez l'appli, vous tombez sur une cartographie. Si il y a beaucoup d'éco-citoyens et de gens sur notre application, normalement, les poubelles apparaissent. Donc là, on est vraiment dans cette phase-là de collecte de données sur où se situent les poubelles. Si vous trouvez des poubelles, vous pouvez vous-même télécharger la poubelle, elle apparaît sur la carte. Et le deuxième effet, c'est de prendre un déchet et de le mettre dans la poubelle qui est la plus proche de vous. Et on comptabilise la quantité de déchets que vous aurez ramassé. Voilà une excellente application que Oali nous incitait à faire le ménage dès que possible. C'est toujours ça de moins qui polluera la nature. Je me tourne vers vous, Gilles Petitjean. On se pose effectivement, pour reprendre ce que disait Thierry Burlot tout à l'heure, cette question d'unité de stockage, d'unité d'enfouissement, d'unité d'incinération, etc. On peut espérer quelle perspective, dans quelle mesure tout cela peut-il disparaître de notre paysage ? On aura toujours des unités de traitement, mais dans une logique telle que ça a été dit de ressources. C'est-à-dire qu'on économise des matières premières, on économise des ressources, on traite des nouvelles ressources et qu'on valorise et tout ça va être mis en place. Donc on va perdre la partie destructive, enfouissement, au profit de nouvelles unités beaucoup plus performantes, beaucoup plus intelligentes, de mise en œuvre de ces nouvelles ressources. Mais ça veut dire qu'on va pas recommencer à construire des plateformes d'enfouissement, non. De celles qu'on peut, qui font gêner. Ça relève de la planification et du conseil régional. On fait beaucoup de bruit. On pense à par exemple la mobilisation qu'il y a eu à Égal, mais il y en a eu plein de mobilisations sur ces projets-là. Une page est tournée, Thierry Burlot. Ah oui, je crois. Et je crois même qu'il faudra que le plan régional fixe pour la Bretagne les capacités réelles d'enfouissement et les conditions d'enfouissement. Il faudra que le déchet qu'on enfouisse demain soit un déchet ultime, c'est-à-dire dont on ne peut rien tirer. Et ça va être l'un des objectifs du plan régional. François Malglaive, je vous vois acquiescer, puis on voyait des images aussi de mobilisation. Donc pour vous aussi, la page est tournée. Au-delà du propos de Thierry Burlot, le déchet ultime, la notion de déchet ultime évolue. Autrement dit, qu'à un temps T, vous avez le déchet ultime, mais avec l'utilisation de technologies plus évoluées, on peut déplacer la frontière. Et pour moi, disons, l'objectif, c'est vraiment plus du tout d'enfouissement. C'est ça, l'objectif.
hein. On n'y arrivera pas tout de suite. Oui, ça prend du temps, ça c'est sûr. Mais au moins on a ça comme vision. Hein, et j'aimerais justement que dans le plan que la région va mettre en place, on ait une vision. Après, on ait différents scénarios qui permettent d'aboutir à cette vision. Et puis qu'à court terme, on ait quelque chose pour pouvoir travailler. Tandis que c'est ça, une vraie planification qui donne à la fois de la souplesse, mais une vision très claire de ce qu'on veut. C'est plus d'enfouissement du tout. On me dit que Loïc nous interpelle et qu'il va nous dépeindre une Bretonne qui ouvre sa poubelle et qui réalise qu'elle a de l'or dans sa poubelle. Voilà, son mari se dit qu'elle est devenue dingue. Et pourtant, Thierry Seillet, vous dites oui, effectivement, il faut décidément considérer que chaque substance qu'il y a dans nos poubelles, effectivement, est une ressource à valoriser. Et c'est de l'or à valoriser. Qu'est-ce que ça devient, ces matières-là ? Oh il y a beaucoup d'applications. D'abord, il faudrait s'étendre sur chacune des matières que l'on trie, ouais, pour voir et donner des exemples de recyclage. Ça risque d'être... Oui, non, mais c'est vrai que des matières secondaires, par exemple, qui sont issues en fait des recyclages, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles repartent dans une économie circulaire ici dans la région. Oui, ça dépend en fait finalement de la matière. Certaines partent un peu au-delà des frontières de la Bretagne, selon en fait la typologie du produit. Alors c'est principalement une économie du recyclage qui est nationale. Principalement dans en grande majorité. Cela étant, je pense à la filière papetière par exemple, on travaille beaucoup avec des papetiers européens, notamment des papetiers espagnols. Donc le marché est français en grande majorité. Le groupe Paprec dispose sur la partie plastique d'une dizaine d'unités de recyclage plastique en France, qu'il s'agisse de PET, de PVC ou de PEHD. Donc une fois ces produits triés séparés, on va les envoyer dans des usines de transformation qui vont les broyer, les microniser et les coloriser d'ailleurs pour les rendre compatibles avec l'industrie plasturgiste qui va la réintégrer dans une partie de son process de fabrication. Est-ce que, je pose sans doute une question de Candide, mais ces matières dites secondaires qui sont valorisées, est-ce qu'elles ont vocation en premier lieu est-ce qu'on a vocation à les faire rester au plus près en région Bretagne? C'est un des enjeux du plan. Parce qu'aujourd'hui, les Bretons sont de bons trieurs. On doit améliorer, évidemment, le tri, mais on est déjà de bons trieurs. Mais par contre, on exporte tout. Et là, la question est clairement posée. On exporte tout hors de la Bretagne. Hors de la Bretagne pour leur donner une deuxième vie, on va dire. Mais la question est clairement posée à la Bretagne. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de réutiliser ces matières ? Par exemple, on parlait tout à l'heure, on faisait référence aux déchets verts, par exemple, imaginons, là... les déchets verts, il reste là. Oui, il reste là. Mais on pense au plastique, oui, on pense au verre, on pense au papier, on pense au bois, on pense les ferrailles, tout ça. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir autour de ces matières premières. Parce que c'est de la matière première. Gilles Petitjean, une réaction? Oui, tout à fait. Et il y a d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce qu'il y a une réelle compétition entre les régions pour récupérer des entreprises de ce secteur-là. Et j'espère que la Bretagne arrivera à se positionner et à faire que quelques entreprises arriveront à se localiser, des entreprises de recyclage de ces déchets arriveront à se localiser en Bretagne pour créer une véritable filière régionale et créer des emplois locaux. Merci Thierry Seillet d'avoir participé à ce débat. On le poursuit en parlant des déchets et de notre facture. L'heure est à la redevance incitative en lieu et place de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Sylvain Saliou et Christophe Rousseau se sont rendus là où ça marche et là où ça a moins marché. Les poubelles sont de sortie ces jours de collecte. Petit bac pour un couple ou une personne seule, grand bac pour famille avec enfants. Depuis 2005, ces habitants paient le traitement de leurs déchets selon le volume qu'ils produisent. Avant, j'avais une grande, et puis je demandais à avoir une petite. Et puis là, ils l'ont changé. La redevance, c'est moins cher. Non, il faut pas passer. Ah non, ils leur prennent un poisson, celle-là. Ah oui, je fais le tri, moi. Je ne mets pas n'importe quoi. Et chacun fait des efforts pour réduire ses déchets et donc sa facture. C'est toute la tente va dans le parc aux poubelles. Je n'emmène jamais à la déchetterie, moi. Ben, j'ai pas le temps. Allez. Voilà. Vous mourir, je suis vite dessus, là. On est passé de 256 kilos par habitant
en 2005 à 154 kilos actuellement. Donc on observe 100 kilos en fait de réduction en 10 ans, donc c'est pas négligeable. Je pense que c'est aussi pour ça que qu'on peut dire que ça fonctionne bien chez nous. La redevance incitative n'est pas une réussite partout. Dans le sud du Morbihan, sa mise en place a fait couler beaucoup d'encre et a finalement viré au fiasco. Rien n'a fonctionné. Ni la facturation, ni le matériel inadapté à cette zone très touristique. Des conteneurs à clé avaient été prévus pour les résidences secondaires. Ce matériel à clé, tout d'abord, certains n'étaient pas équipés, n'avaient pas retiré leurs clés, ne pouvaient pas utiliser les conteneurs, donc ils déposaient leurs sacs au sol. Et très rapidement, on a constaté que les bacs ne permettaient pas d'optimiser le remplissage. Pour certains, les factures avaient doublé. Plus de 1000 ont été annulées par le tribunal de Vannes. Et après 4 ans de galère, la redevance a été abandonnée aux grandes dames du collectif qui avait saisi la justice. On était tout à fait pour une redevance incitative et c'est une chose qu'on a défendue jusqu'au bout, y compris quand la communauté de communes a voulu passer à la taxe. Parce que là, on tombe dans un système où les habitants payent en fonction de la valeur locative de leur maison. Quel est le rapport avec la production des ordures ménagères? C'est complètement aberrant. La mise en place de la redevance incitative ne s'improvise pas. Elle doit récompenser les bons élèves économes en déchets. Sinon, ce principe du pollueur-payeur est voué à l'échec. Gilles Petitjean, oui, cette tarification incitative, c'est une bonne piste, une piste d'avenir, mais c'est pas facile à mettre en place. Hein. Tout à fait, tous les résultats concordent, en tout cas les collectivités qui ont mis en place ce type de redevance voient leur quantité de déchets collectés réduire d'une façon considérable. Donc on est effectivement dans le principe du pollueur-payeur, donc effectivement les particuliers et les ménages sont incités à mieux trier leurs déchets, à moins mettre de déchets dans le circuit, et donc globalement on réduit. Alors on est victime entre guillemets de l'innovation dans ce domaine-là. C'est compliqué parce que ça relève de problèmes techniques. On vient d'en parler sur une collectivité dans une zone touristique avec des bacs enterrés sur lesquels il y a eu des difficultés techniques. C'est des problèmes qui vont se régler. Quand on va généraliser, tout ça va se mettre correctement en place. Et puis il y a aussi des nouveaux systèmes de taxation finalement, comment on facture finalement ça aux particuliers, tout ça est à étudier, à expérimenter. On est un peu dans cette phase-là, mais je ne doute pas qu'on puisse généraliser l'ensemble de ce dispositif à l'ensemble des ménages bretons. François Malglaive, qu'est-ce que vous en pensez de cette tarification incitative? En général, le mouvement associatif est très favorable à la tarification parce que ça permet de responsabiliser les acteurs. Et comme la nouvelle redevance est perçue directement par les collectivités, il y a là un moyen de contact entre la collectivité qui organise et l'habitant. Autrement dit qu'on peut faire passer certains messages, mais ça ne doit pas être fait n'importe comment. On a vu que dans certains cas, il y a eu des échecs. Disons que nous ne sommes pas très favorables aux critères uniques. Multicritères, au poids, la levée, c'est ça? Multiplions les critères, parce que chaque critère a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Si on panache les critères, on a moins de problèmes, et il faut quand même garder en tête qu'il s'agit, au moins pour le ramassage, d'un service public rendu aux habitants, et que ça justifie quelque chose qui est indépendant à la limite des quantités. Donc, oui, mais pas n'importe comment. Je vais vous faire réagir, Thierry Burlot. On va juste regarder quelques réactions de téléspectateurs. Est-ce que la tarification incitative peut être plus équitable? Oui, selon Gilbert de Lanester, pour mettre le propriétaire ou le locataire devant ses responsabilités. Oui, quand on touche au porte-monnaie, les gens sont plus attentifs, écrit Myriam. Oui, les foyers n'ont pas tous la même taille et certains se foutent du tri, estime Thierry qui est à Auray. Par contre, pour Michel qui est à Penvenant, non, car la facturation devrait se faire au poids tout simplement. Claude de Quéro nous craint des décharges n'importe où. Et puis Ludivine de BD nous écrit ceci, elle estime qu'une famille nombreuse est toujours pénalisée et que les gestionnaires des déchets profitent du système. Comme on règle au nombre de levées, écrit-elle, les gens jettent moins dans leur poubelle mais déversent ailleurs, nous dit-elle. Beaucoup de réactions autour de cette tarification incitative. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces téléspectateurs? C'est un sujet sensible. Dès qu'on touche au porte-monnaie, de toute façon, c'est compliqué. Mais je voudrais quand même dire que le budget global des déchets ménagers en Bretagne, c'est plus de 500 millions d'euros par an.
plus de 500 millions d'euros par an. La moitié pour le traitement et le tri, l'autre moitié pour la collecte. Moi, je suis plutôt favorable à l'incitation, à la redevance, enfin, au principe de l'incitation. Vous aimeriez bien qu'elle soit généralisée à la Bretagne? Par contre, oui, pourquoi pas. Par contre, je veux m'assurer au préalable que tous les outils soient bien en place pour permettre le tri et la valorisation. Parce que sinon, c'est assez injuste. Voyez. Donc, je crois que à partir du moment où et on a vu à travers le reportage que quand les outils sont pas bien en place, ça ne fonctionne pas. Et quoi qu'il en soit, enfin, sur la question de la facturation, il y a de sacrés efforts à faire en termes de pédagogie, d'explication. On va regarder ce que nous dit Christine, qui voudrait bien connaître, par exemple, comment calculer le montant de sa facture, qu'on lui explique ce que génère le tri, quel est le rapport financier. Et Bernadette de Plouézec nous dit pour le montant est beaucoup trop élevé par rapport aux efforts faits depuis de nombreuses années. C'est vrai que ce soit la tarification incitative ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, souvent les gens se disent mais pourquoi ma facture elle a augmenté alors que j'ai fait des efforts au niveau du tri? Il y a peut-être effectivement pas mal de pédagogie et d'explications à fournir aux contribuables. Ben, la vraie difficulté qu'on a en ce moment, c'est que non seulement il faut continuer à financer les unités de traitement dont le tonnage diminue, et dans le même temps, équiper toutes les collectivités de collecte sélective, de bacs sélectifs et d'unités de tri et de valorisation telles qu'on les a vues tout à l'heure. Donc on est aujourd'hui finalement à la croisée des chemins. Et là où on va commencer à sentir finalement le changement pour le contribuable, c'est quand on va finalement abandonner, fermer définitivement certaines unités de traitement. Et c'est à ce moment-là que finalement la collectivité va faire des économies et que donc ça se sentira pour les contribuables. Mais néanmoins, je regarde François Malglaive, c'est pas mal aussi de diffuser, d'expliquer auprès des gens à quoi sert ce qu'ils payent. Je pense que c'est tout à fait même majeur. Autrement dit que à partir du moment où on oblige les gens à payer, parce que dans la pratique on les oblige, faut quand même leur expliquer où passe leur argent. Et si on veut qu'ils comprennent la démarche, il faut leur expliquer avec clarté. Autrement dit, recevoir un papier en disant vous devez 242 €, ça présente aucun intérêt. Mais si on leur dit voilà pourquoi vous devez 242 € et comment ça a pu évoluer depuis l'an dernier en fonction des progressions de votre secteur, c'est ça le vrai message. Parce que ce qu'on veut en fait, c'est pousser les gens à trier toujours mieux, à réagir, éviter, recycler, pour pouvoir, nous, à terme, valoriser. Mais notre objectif, c'est pas de valoriser les plus gros volumes possibles, au contraire, c'est de valoriser les plus faibles volumes possibles, parce que on aura auparavant remis dans le circuit, c'est la fameuse économie circulaire. Et juste une question, Gilles Petitjean, les industriels qui fabriquent contenants, emballages, est-ce qu'ils mettent bien aussi la main à la poche dans l'effort fourni pour la valorisation? Je fais référence par exemple au fameux logo Point Vert, l'éco-emballage, pour montrer que les industriels contribuent financièrement à l'effort de guerre. Oui, mais dans quelle mesure est-ce que là, il y a de leur côté une bonne prise de conscience et on met la main à la poche? Il y a des efforts considérables à faire en la matière dans ce domaine-là. On a cité quelques chiffres tout à l'heure pour montrer qu'il y avait une évolution très positive. Il y a un cap à passer. Et le cap à passer, il est dans une autre logique de production des biens. Donc il faut qu'un produit soit mieux éco-conçu, soit travaillé par les industriels pour permettre justement ce recyclage. Vous savez, un emballage qui est composé de 3 formes de plastique, etc., ne peut pas être recyclé. Donc il faut qu'on travaille très en amont avec les industriels et avec les entreprises pour faire que le produit issu, la ressource issue de la consommation de ce produit soit beaucoup plus recyclé. Et ça, c'est très important. Et les industriels, par exemple de l'alimentation, mais d'autres, ne l'ont pas encore forcément compris. Et il y a des efforts considérables à faire dans les années à venir là-dessus. Eh bien justement, on va regarder de plus près, pousser les portes de recycleries, de réseaux d'associations, d'entreprises de l'économie sociale et solidaire type Emmaüs, Feuille d'érable, Envie qui récupère par exemple notre électroménager, le répare, le remet en vente à des prix attractifs et en plus l'acte d'achat soutient l'emploi et l'insertion. On pousse les portes d'Envie 35 de ce pas. Depuis qu'on a commencé en 2006, les tonnages augmentent d'année en année. Aujourd'hui, on est aux alentours des 1000 tonnes par mois. En 2006, on était aux alentours des 400 tonnes. Donc, mais ça correspond à la fois parce qu'on capte mieux les déchets, c'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins qui sont dans les filières mal triées, on va dire, et puis également parce qu'on consomme plus. Aujourd'hui, la mise sur le marché, c'est-à-dire
le nombre d'équipements que les gens achètent en électronique, parce qu'il y a davantage de tablettes, parce qu'il y a davantage d'ordinateurs, qu'il y a davantage de téléphones, au-delà de l'électroménager, fait qu'on est à environ 24 kilos par an par habitant, quand on était à 18 il y a quelques années. Est-ce qu'on peut faire mieux du coup ? Oui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a comment allonger la durée de vie des appareils. Donc on parle beaucoup d'obsolescence programmée. Donc là, c'est dans le cadre de l'éco-conception, de faire en sorte que les constructeurs soient plus responsables dans la façon de faire des appareils. Mais il y a aussi le consommateur. Nous, on le voit dans le cadre des pannes qui arrivent dans notre atelier. Beaucoup de pannes auraient pu être réparées par le consommateur lui-même, ne serait-ce qu'en lisant le mode d'emploi. La plupart des pannes sur des lave-linges, c'est juste la pompe de vidange où il y a une chaussette, un coton-tige qui bloque. Il suffit de le dévisser, d'enlever l'objet qui bloque et la machine repart. Et ça repart, pas besoin de jeter. Réaction recueillie par Sylvain Saliou et Christophe Rousseau. Et Patrick Réard nous a rejoint. Patrick, vous aussi, fervent défenseur de réemploi en priorité. Vous êtes chargé de mission, je le répète, pour l'association Distro, le retour de la consigne. Et ce que vous mijotez, c'est bien de réintroduire le concept de consigne pour les bouteilles en verre. En clair, j'optimise l'existant. Tout à fait. Expliquez-nous le projet. Alors Distro a été créé, c'est une association qui a été créée au départ par les brasseurs de Bretagne. Ouais. À l'initiative d'un seul brasseur qui est basé à Rosnoën dans le Finistère, qui souhaitait trouver une solution pour ses clients qui lui demandaient régulièrement comment on peut éventuellement réutiliser nos bouteilles qui sont des bonnes bouteilles et qu'on comprend pas qu'on soit obligé de les mettre au conteneur, qui soient broyés ensuite. Faut savoir que nos bouteilles bretonnes partent du côté de Cognac, elles font 500 km. Elles sont broyées, fondues et reviennent ensuite aux producteurs et revendues donc aux producteurs comme neuves. Et là, on voit des images passées de nettoyage de bouteilles. Voilà. Et c'est bien ça le projet, c'est de pouvoir laver les bouteilles plutôt que de les mettre. Les bouteilles peuvent être réutilisées quasiment indéfiniment si elles sont bien manipulées. Une bouteille peut être utilisée entre 10 et 50 fois suivant la façon dont elle est réemployée. Et donc c'est vrai qu'on ne jette pas son assiette après avoir mangé, on ne devrait pas non plus jeter sa bouteille après avoir fini de boire le contenu. Et donc l'idée est venue de créer cette filière avec les producteurs bretons. Donc l'association regroupe actuellement 26 producteurs de bière, de boissons gazeuses, de jus de pomme, etc. Enfin les producteurs locaux bretons. Ouais. Et on va voir une carte d'ailleurs qui va nous montrer qu'il y a du potentiel en la matière en termes de producteurs de boissons en Bretagne. Donc, à convaincre. On regroupe actuellement donc quelque chose comme 30 millions de litres de production annuelle de boissons en Bretagne. L'association fédère donc 26 adhérents, donc les plus gros producteurs de boissons bretonnes. Et comme on a effectivement une boisson qui est consommée sur le territoire, l'idée c'est vraiment de faire du circuit court, de récupérer donc ces bouteilles qui sont à la fois produites et consommées sur le territoire et de les réutiliser plutôt que de les recycler. Et comment ça va, du coup, elle va se mettre en place cette consigne quand elle va débuter? Il va falloir effectivement mettre dans la boucle aussi, par exemple, la grande distribution pour pouvoir organiser tout cela. Alors, on a été par étapes. On a essayé d'abord de sentir les producteurs. Donc là-dessus, c'est OK. Les producteurs sont d'accord dans une quasi-unanimité pour travailler la consigne. Certains le font déjà traditionnellement. Les cidriers, notamment, sont très performants là-dessus. Les consommateurs sont aussi tout à fait motivés. On a fait une enquête à ce niveau-là. Et les distributeurs, on commence à les rencontrer actuellement. Il n'y a pas de refus, il n'y a pas de porte fermée. Simplement, il faut effectivement remettre en place une logistique de déconsignation des bouteilles. Il faut savoir qu'en Alsace, il y a encore 200 machines à déconsigner qui sont en place. C'est la seule région où la consigne se pratique encore. En Allemagne, il y a 12 000 machines en place, quoi. Vous voyez, donc, il faut retrouver effectivement le moyen de mettre en place la récupération des bouteilles. On fera peut-être appel à l'économie solidaire aussi pour faire cette collecte. Pour l'instant, il y a encore des étapes à franchir, quoi. Thierry Burlot, votre réaction par rapport à cette dynamique de distro, de retour de la consigne du verre en Bretagne? Je trouve que c'est une très belle initiative. Je trouve que c'est une très belle initiative qu'il faut encourager. Et pour revenir sur ce que disait la région va soutenir, par exemple. Ouais. Pour revenir à ce qu'a dit Gilles Petitjean tout à l'heure, dans la filière autour des co-emballages, il faut savoir que la Bretagne, en matière d'agroalimentaire, fabrique beaucoup d'emballages. Et en matière d'éco-conception, nos entreprises sont également interpellées sur ce sujet. Comment on éco-conçoit, quoi. Et comme elles sont aussi taxées, puisque c'est elles qui contribuent au financement des co-emballages, elles ont intérêt d'avoir des emballages de plus en plus recyclables, entre parenthèses. Donc il y a un enjeu considérable sur toute la chaîne autour de ces questions. En tout cas, c'est une très très belle initiative. Et d'ailleurs, qu'on soutiendra. Gilles Petitjean, oui, vraiment, c'est le genre d'initiative qui tend vers ces aspirations de zéro déchet, zéro gaspillage optimisé.
Il faut tout étudier, donc on soutient effectivement cette initiative parce que c'est une initiative locale dans un contexte très particulier. Je suis pas sûr qu'on puisse le généraliser. Hein, les verres, ils viennent de partout dans le monde, d'Europe, donc il y a bien un moment, il faut qu'on ait quand même une filière de recyclage et de valorisation. Et les éco-bilans de l'ADEME en la matière montrent que la filière de recyclage telle qu'elle est pratiquée actuellement est la meilleure, sauf dans des cas particuliers tels que une filière locale. Mais n'oublions pas non plus qu'il y a d'autres méthodes. On va parler de vrac aussi, par exemple, hein, dans toutes les boissons, qu'elles soient alcoolisées ou jus ou autres, hein, où on repart sur du vrac. Voilà, donc c'est aussi des formules originales qu'il faut tester et étudier. François Malglaive? Non, je pense qu'effectivement, la consigne est un retour, parce que moi j'ai connu quand j'étais jeune la consigne, c'était même systématique. Ouais, de la même façon que j'ai connu le vrac, on allait chercher le lait avec une boîte à lait. Hein, bon, effectivement, pour diverses raisons, l'évolution de la technologie, l'évolution de la distribution qui a été aussi très importante, on en est sorti, mais on se rend compte maintenant des limites de cette sortie. Donc, on reconçoit le processus, mais avec des outils plus récents, plus modernes. Hein, et je pense que c'est faisable. D'ailleurs, vous avez cité 12 000 machines en Allemagne, la Belgique est largement avec la consigne, le Canada aussi, donc des pays développés utilisent déjà la consigne, pourquoi pas nous? Oui, optimisons l'existant, arrêtons de jeter, de gaspiller, de mettre aux encombrants. C'est ça aussi, hein, par exemple, le message des Repair Café qui marche vraiment bien. On va voir quelques images. Oui, vous le sentez, les comportements sont forts hein, sur cette réduction des déchets, des consommateurs qui se disent engagés, oui, pour pouvoir éviter de jeter et réutiliser. On a fait donc une étude, dans le cadre de cette étude de faisabilité, une enquête auprès de 500 consommateurs bretons sur les 4 départements, avec des quotas très stricts, et on a des résultats. 75% des gens interrogés souhaitent acheter exclusivement en bouteille consignée, à condition que le prix au litre soit identique. Et le grand enseignement qu'on a de cette enquête, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi ça s'est arrêté, cette consigne. Il y a vraiment une sorte d'incompréhension, mais effectivement, pourquoi la consigne s'est arrêtée. Alors la consigne, effectivement, on peut la traiter différemment maintenant avec les nouvelles machines et les nouvelles façons aussi que la distribution a de consommer. On n'est pas obligé de remettre en place la petite tarification supplémentaire avec retour de la bouteille, etc. On rembourse les 20 centimes de consigne. On peut aussi actuellement gérer ça avec des coupons de réduction. C'est-à-dire que lorsque vous ramenez votre bouteille, vous avez un coupon de réduction sur un autre achat dans le magasin, ou bien vous pouvez aussi affecter cette petite valorisation de la bouteille à une association locale. C'est aussi les machines actuellement permettent de faire ce geste. Et nous, notre projet aussi, c'est peut-être de générer de nouvelles ressources pour l'économie sociale de la région. On me souffle dans l'oreillette que Loïc a donné de sa personne pour réduire les déchets. Qu'est-ce que ça va être comme dessin? Ah oui, voilà, ok, sa copine l'a mis au régime, bah ça aussi. C'est pas pour ça que t'es svelte, hein, Loïc. Et ben nos téléspectateurs aussi ont des solutions, des attentes. Réduire les emballages non recyclables, dit Yannick de Saint-Divy. Revenir aux recettes d'antan, bouteilles en verre réutilisables, vente en vrac, en finir avec les emballages dont le but principal est de faire vendre, écrit Lucien de Vannes. Pour Claire de Séglien, elle en appelle aussi à favoriser les achats à l'unité, à la pesée à la fin de l'obsolescence programmée des appareils, mise en place de recycleries dans chaque commune, voire d'un programme incitatif étatique de recyclage des métaux rares dans les produits high-tech. Eh bien, chers téléspectateurs, nous, on a rajouté à votre liste un appel pour en finir avec le gaspillage alimentaire. Le réseau associatif se démène, on le sait, les start-up les soutiennent, à l'instar de Brace Phoenix. C'est la chronique de Sylvain Saliou. Dans cet hypermarché près de Rennes, c'est jour de collecte pour l'association L'Épicom. Elle vient récupérer des invendus. Vous le voyez, ce sont des fruits et légumes, des produits frais, mais aussi des biscuits, de l'épicerie et des fleurs. Cette grande surface donne environ 3 tonnes de denrées chaque mois à différentes associations. Ce sont 3 tonnes sauvées de nos poubelles. C'est la start-up Brace Phoenix qui met en relation les grandes surfaces et les associations. Alors nous sommes avec son directeur, Nicolas Perrin. Après 2 ans et demi d'expérience, d'exercice, vous avez sauvé de la poubelle combien de tonnes de déchets? Aujourd'hui, après 2 ans et demi, nous avons sauvé 1000 tonnes de produits alimentaires qui justement ne sont pas devenus des déchets et qui sont redistribués par des associations d'aide alimentaire à des bénéficiaires. Nous formons les grandes surfaces aux bonnes pratiques en matière de dons, mettons en place des circuits logistiques de dons et organisons la récupération soit directement par les associations, soit par nos propres moyens des produits du coup isolés et encore comestibles. Ça veut dire que vous les aidez à valoriser les invendus en quelque sorte? Tout à fait, nous les aidons à valoriser leurs invendus. Notre action leur permet de générer des économies, d'abord sur les coûts de biodéchets,
qu'ils n'ont pas justement, et aussi de par la loi Coluche, une économie d'impôt comme un particulier lorsqu'il fait un don. A priori, on peut encore faire des progrès, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau des industriels, mais aussi au niveau des plateformes logistiques. Et enfin, en bout de chaîne, chez les consommateurs, qui sont finalement les plus gros gaspilleurs. Nous, en tant que citoyens, nous sommes responsables de 35% du gaspillage total. Donc c'est à chacun aussi de se prendre en main pour faire mieux et quelque part, à son échelle, contribuer à sauver la planète. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, y contribuer doucement. Merci Nicolas Perrin, on a bien compris, l'objectif de Brest Phoenix, c'est de nous aider tous, consommateurs, grandes surfaces, entreprises, à arriver à zéro gaspillage et donc zéro déchet. Lutter contre le gaspillage alimentaire, Gilles Petitjean, c'est l'une de vos priorités. D'ailleurs, vous allez aussi aider la Banque alimentaire, c'est ça qui a un projet de soupe par exemple. Oui, ou même une entreprise comme Phoenix, autour de la récupération de ces produits. Souvent, malheureusement, ces produits, ils sont vraiment déjà en fin de vie, quoi. Donc, quand on les récupère, on reprend encore un petit délai et on peut pas les redonner, quoi. Et donc, il y a l'idée de les transformer directement, de faire des soupes, de faire des confitures avec les fruits, etc., pour permettre effectivement de remettre ces produits conditionnés sur le marché. Donc, c'est les idées qui sont très intéressantes. Mais au-delà de ça, ce sujet du gaspillage alimentaire pose la question vraiment de notre façon de consommer et de se comporter même dans nos façons d'acheter et d'être, et même de la façon dont les produits sont commercialisés. On le voit chaque été, on râle sur la qualité des fruits dans les grandes surfaces, tout le monde les touche, tout le monde les tâte, tout le monde les perturbe la qualité de et le gaspillage, il est aussi là, parce qu'on est dans une logique de grande consommation, et il faut revoir les systèmes de production et de commercialisation pour éviter le gaspillage. Du 19 au 27 novembre, ce sera la semaine européenne de réduction des déchets. Thème: les meilleurs déchets sont ceux que l'on ne produit pas. Et vous invitez des porteurs de projets à se faire connaître. Comment, pourquoi ? Alors c'est une semaine. Alors vous me direz, il y a beaucoup de semaines comme ça. Bon, c'est une semaine de plus, mais c'est quand même très important. On est sur un sujet emblématique qui touche tout le monde, tous les citoyens, toutes les entreprises, toutes les collectivités. Et c'est très important d'avoir une semaine dédiée donc à la réduction des déchets. Donc c'est un appel à ce que tous les citoyens, avec leurs structures, leurs associations, les collèges, les entreprises, les écoles au sens large, les collectivités, fassent des projets, proposent des opérations expérimentales qui sont finalement en quelque sorte labellisées pour être reconnues. On essaye de communiquer, de valoriser un petit peu toutes ces initiatives. C'est une espèce de grande boîte à idées. Et à travers d'ailleurs ces idées, il y a toujours des projets qui finissent par sortir, qui finissent par se généraliser derrière, et c'est passionnant. Thierry Burlot, en résumé, il n'y a pas de grande, petite initiative, de petite ou grande action. On parlait tout à l'heure de chaîne high-tech pour trier, pour valoriser, mais aussi moi, ce que je peux faire à mon niveau le plus humble, oui, c'est pour contribuer à ce grand défi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Et moi, je suis impressionné par toutes les initiatives qu'on retrouve en Bretagne. Et je trouve, entre parenthèses, que vos reportages le démontrent bien. Mais encore une fois, je disais tout à l'heure que auparavant, les déchets, c'était surtout chez les autres. Et aujourd'hui, on est en train de changer le regard. Et ça change complètement la logique. Et donc, je trouve que ce qu'il va falloir surtout éviter, c'est que les déchets soient un sujet technique. Et que tout le monde se l'approprie. Voilà. Il faut que ça reste un sujet citoyen, c'est un sujet politique, dans le bon sens du terme. Il faut qu'on se l'approprie tous. Et je pense que la Bretagne, qui sur la question environnementale a parfois des choses à se faire pardonner, elle a une très belle occasion de montrer son engagement autour de ces questions. En conclusion, François Malglev, vous validez ce que dit Thierry Burlot ? Je pense que la semaine des déchets va être importante pour deux raisons, parce que ça permet pratiquement de tester quelque chose, mais ça permet aussi une pédagogie auprès d'un grand nombre d'habitants du territoire, et je pense que c'est l'élément principal. Nous ne progresserons que si chacun arrive à faire sienne la démarche de tri, de valorisation à terme. Parce que trier, c'est trier en vue d'une valorisation. Et bon, il y a des valorisations qui sont anciennes, je pense au ferraille, c'est très ancien. Mais il faut progresser sans arrêt. Et c'est là où l'éco-conception est importante, et ça rejoint l'économie. Parce que l'emballage, le packaging, comme disent les gens qui travaillent dessus, ça a un coût. Et souvent, pour des raisons de bas prix,
on prend la solution de facilité parce que c'est la moins coûteuse. Mais c'est aussi celle qui, à terme, va poser le plus de problèmes dans le recyclage. Hein. Donc il faut trouver un équilibre entre ce bas prix et l'objectif qu'on veut avoir. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une vision d'ensemble du processus. Loïc, pour conclure cette émission, a une vision du futur, me dit-on. Voilà, la boîte de conserve conservée dans un musée, unique exemplaire que les Martiens découvriront avec fascination. Est-ce que c'est ça qu'il faut espérer, Patrick Créard ? Oui, l'idée de réduire le déchet à la source et donc de ne pas en produire, c'est la meilleure solution. Donc je pense que toutes les initiatives doivent aller vers là. Ouais. Gilles Petitjean, l'avenir dépendra aussi de l'éducation qu'on aura su prodiguer aux jeunes. Oui, et les enfants, notamment dans les jeunes, en tout cas dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets, multiplient les initiatives. Ils sont passionnés, et je pense que c'est porteur d'espoir. On va, me dit-on, rejoindre Maître Loïc sur son podium perché. S'il nous reste un zeste de temps, on va voir ou revoir quelques dessins que cette émission vous a inspirés. Voyons plutôt quel gaspillage. Je réduis mes déchets. Attention aux campagnes anti-déchets. On va en voir un autre dessin. Il y a un problème avec la collecte de verre parfois. Ils ne sont pas ramassés assez souvent. Merci Loïc. Il y a un troisième peut-être. Allez, dernier si on a le temps. Allez, un petit dernier. Bon voilà, pour transformer les déchets en œuvres d'art, peut aussi valoir une fortune. Un commentaire, messieurs, par rapport à ces dessins que vous venez de voir passer, Thierry Burlot. Je crois que France 3 a donné l'exemple, parce que sur la façade, là, il y a une belle fresque. Oui. Sur France 3, là, derrière, là, avec un monticule de déchets, là. François Belglef, par rapport à ces dessins, il y en a un qui a retenu votre attention particulièrement. Oui, le conteneur de verre, parce que je pense que les points de dépôt, c'est un élément important pour les habitants. Et dans certaines régions, les points de dépôt ne sont soit pas assez proches des habitants, soit pas assez souvent relevés. Hein. Donc il y a un problème là, et je pense que la proximité des points de dépôt, en particulier, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des points de dépôt dans toutes les surfaces commerciales. Beaucoup de défis, et merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, téléspectateurs, pour vos réponses sur le questionnaire, synthèse mise en ligne sur notre site bretagne.france3.fr. Passez un très beau dimanche, on se retrouve dans une semaine. Au revoir, à très vite.